Bonjour tout le monde et bienvenue à Où, quand, comment, pourquoi, OCCP. Merci à Tania Desrochers pour le premier podcast. Merci à tous ceux qui ont donné des commentaires sur la première émission. Je suis bien content d'arriver à la deuxième et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai connu depuis quelques années à l'Association des camps du Québec. Aujourd'hui, on reçoit Jennifer Pelletier du YMCA, une femme impliquée, une femme déterminée, puis une femme qui n'a pas la langue de bois, donc qui s'exprime sur différents sujets. Je suis bien content de la recevoir aujourd'hui. Comment ça va, Jennifer? On ne t'entend pas, par exemple. Ça va aller mieux avec un micro. Quel beau classique, quand même. 2 ans de zoomage et on n'apprend pas à se démuter. Je disais que ça allait bien. Je disais qu'il faisait beau dehors. Puis que, voilà, on entame la moitié de l'hiver avec optimisme. Oui, là, on a eu des bonnes nouvelles dernièrement. On espère que ça s'en va dans la bonne direction. Voilà. Jennifer, je ne sais pas si tu as écouté mon premier podcast, mais je commence avec un poème. Hey, oui. Écoute, je t'en ai fait un. Donc, ça va comme suit. Connaissez-vous Jennifer Pelletier, cette femme très colorée? Ne vous fiez pas à ma première impression, j'ai changé d'opinion. Femme très impliquée, un atout dans un comité, elle pose beaucoup de questions, elle met le groupe au diapason. Avec Jennifer Pelletier, personne n'est oublié. Synonyme d'inclusion avec respect et compréhension. Quand c'est le temps de fêter, vous avez besoin d'un bon DJ. Jen est jamais trop loin. Danse ou discussion profonde au besoin. Merci de me faire réaliser qu'une société peut et doit évoluer. Ma chère Jen Pelletier, je suis très fier de te côtoyer. Oh, Yannick, tu ramènes la poésie à l'avant-plan. Je veux dire, on la garde pour des moments un peu dramatiques des fois ou solitaires. Fait que merci, c'est un merveilleux poème pour vrai. Si tu veux bien, on va y revenir à mon poème. Ben parce qu'il y a quand même des sujets Ben, c'est là-dedans. ça, là. Oui, donc, dans le premier couplet, je parlais d'une femme qui est colorée. Et je disais que, il ne faut pas se fier à ma première impression. On s'est connus, quoi, voilà. Combien d'années? On est rendu à combien d'années? Moi, mon premier congrès, c'était 2006. Bon, Fait donc que, ça fait 15 ans ouais. à peu près. Ça a pris comme quelques années avant qu'on puisse avoir une vraie discussion. On se regardait de loin, on s'épiait, on disait, c'est qui ce phénomène-là? Puis finalement, je me souviens lors d'un congrès, je ne sais pas si c'est à cause d'un petit peu d'alcool, mais on s'est fait face à face, on s'est parlé. Je suis très heureux de le faire parce que sinon, j'aurais manqué quelqu'un qui m'a apporté beaucoup et qui me fait réfléchir surtout souvent sur différentes choses. Donc, et moi de même, tu sais, c'est ça. Je pense que le monde des congrès, on pourrait y revenir peut-être, là, mais ça met de l'avant une certaine perception, une image d'une personne, puis on est plus complexe que ça. Fait que, ouais. Effectivement. Puis des fois, la première impression, ce n'est pas la bonne. Donc, il faut aller un peu plus loin que ça. Je disais dans le deuxième couplet que tu es très impliqué dans plusieurs comités. Pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer? Je pense que ça vient. Bon, évidemment, tu travailles dans les camps, tu es une personne impliquée normalement de la base, là, parce que pour travailler en camp, pour aimer ça, puis pour vivre des succès, ça vient avec une certaine implication de soi, tu sais, oui, dans la qualité du travail, mais de ton être aussi, parce que c'est ça qui te nourrit puis qui revient. Donc, au point de vue professionnel aussi, je pense qu'il faut se nourrir. Donc, l'implication de Jen, la professionnelle, dans son milieu professionnel, vient de là aussi, je pense, d'aller pouvoir avoir des opportunités de côtoyer des nouvelles personnes, d'aller chercher des nouvelles expériences, de pouvoir redonner, donner, puis essayer un peu de, changer les choses, c'est super prétentieux, là, je pense pas que c'est ça qu'on fait, mais de mettre en lumière où est-ce qu'on pense que certains trucs devraient peut-être aller vers ou aider à une idée qui n'a jamais pu vraiment naître à se développer comme telle. Donc, c'est un peu ça, je te dirais, mon idée d'implication. Là. Puis, ça reste aussi que ça nous remet un peu les pieds dans pourquoi notre industrie est importante aussi. Tu sais, je pense qu'il y a un sens de quand on revoit des professionnels du monde des camps, là, par exemple, sur certains comités quelques fois par année,
ben, c'est aussi un moment d'échanger sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est plus difficile en ce moment, comment ça va. Fait que c'est comme si on prend soin de son aide professionnelle, mais aussi par la bande de son soi personnel qui on vit dans une industrie qui n'est pas toujours facile, puis ça a toujours été riche comme tel, puis ça a vraiment pu faire émerger des amitiés de directrices, directeurs de camp qui perdurent encore aujourd'hui, là. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Par exemple, au secondaire, étais-tu dans le bal? Étais-tu dans tous les comités qu'il y avait? J'ai le goût de te sortir mes vieux albums, je suis couru rapidement. Oui, mais c'est ça, hein, tu sais, peut-être plus au secondaire 4-5, je te dirais. Avant ça, c'était un peu plus à, à, à petite échelle. Là. Moi, je suis allée quand même dans, tu sais, j'ai comme eu des changements scolaires. Je suis allée dans une école primaire pour comme le début du cycle. Puis après ça, on a changé pour la fin du cycle dans une autre école primaire. Secondaire, même chose, super grosse école secondaire pour les 2 premières années. Ensuite de ça, super grosse école secondaire pour les 3 années suivantes. Fait que ça fait que ces affaires-là étaient peut-être pas tout le temps faciles à trouver, je te dirais, à un plus jeune âge, mais tu sais, secondaire 4-5, définitivement. Ouais, l'implication sur organiser les choses, prendre cette place-là aussi sociale un peu, là, pouvoir connecter avec plein de personnes différentes et tout, là, puis pouvoir influer sur le résultat final. Je disais qu'avec toi, personne n'est oublié. Est-ce que ça a toujours eu une importance dans ta vie? Non, Non, c'est nouveau, je de dirais pas faire que c'est attention. nouveau. Je dirais pas que c'est nouveau, mais je peux pas dire que c'est quelque chose que je suis née avec, que quand j'étais adolescente, j'avais comme souci. Tu sais, j'étais une adolescente de mon temps. Salut, la fin des années 90, début 2000. Très nourrie à la culture populaire, puis le genre de choses comme ça. Trouver sa place, est-ce que je fit dans le groupe, comment c'est quoi ma place à moi? Il y avait, si on se souvient, là, le début, pour ceux qui n'étaient peut-être pas nés ou, ou qui ont oublié, le début des années 2000, là, c'était une explosion d'affaires. Là. Il y avait beaucoup de questionnements au point de vue de la jeunesse, des ados, je pense, la femme beaucoup aussi, là, comme c'est quoi le rôle de, si on pense à la mode, si on pense au modèle qui était proposé au point de vue du mainstream, tu sais. Fait que j'étais plus dans le mainstream comme tel. C'est vraiment en côtoyant des gens, puis en me connectant sur l'expérience un peu plus humaine des gens, que là, moi, c'est venu connecter à des intérêts que j'avais, puis à des aptitudes aussi, je pense, que j'ai au point de vue d'intelligence émotionnelle, de comprendre que ce que moi je vis, c'est pas juste la réalité de la réalité des autres aussi. Puis ce monde-là, c'est plus que juste la bulle de qu'est-ce qu'on entend puis qu'on voit. C'est un peu un classique, là, qu'on se le dit, là, mais fait qu'une découverte sur le monde, outre le monde de, par exemple, différentes cultures ou différentes approches de la vie, ça, c'est venu quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui étaient un peu à l'extérieur de mon cercle social, ou un peu à l'extérieur de ma bulle de camp qui regroupait les 4 personnes qui travaillaient, qui habitaient dans le même quartier que moi, puis qu'on vivait dans les mêmes affaires. Fait que c'est quand tu sors de ta bulle, je pense, puis que tu gardes une espèce de mixité sociale dans la chose, que moi, j'ai eu des opportunités d'avoir des réflexions, d'avoir des discussions, puis ça a fait évoluer ma pensée comme telle. C'est une longue réponse, hein, mais je ne sais pas si ça répondait Ouais, ben oui, ça à répond ton... très bien. Ouais. Je disais, Jen, la fille qui aime fêter, bon, notamment dans les congrès, dans les séminaires, tout ça, tu es souvent celle qui va quitter, si tu n'es pas la dernière, tu sais, tu vas passer Ça a un une petit peu longue changé dans période. les dernières années, mais quand même, ouais. Ouais. Je Est-ce vais que pas c'est dire... parce que tu veux rien manquer ou parce que c'est un moment important pour toi, justement? Pourquoi à quel point c'est important ces moments festifs-là dans ta vie? Mais je pense que, tu sais, tu as dit 2 affaires. Est-ce que c'est parce que tu veux rien manquer? En effet, je veux rien manquer, mais en vieillissant, à un moment donné, on manque des affaires, puis c'est correct de faire des choix. Tu sais. Mais c'est plus que c'est des opportunités souvent de revoir du monde, de découvrir de nouvelles personnes. Il y a ça aussi là, au congrès, là, comme c'est des opportunités souvent de hey, bon, là, tout le monde s'est jasé, on est un peu épuisé les conversations en surface. Il est rendu X heures du matin, il y a du temps et une position dans laquelle on peut maintenant explorer un vrai sujet. Fait que j'ai des super belles conversations tard dans la nuit parce que ça vient avec le cycle d'un bon party, on dirait, là. Puis avec des nouvelles personnes, des fois, ou des personnes qu'on se connaissait de loin et qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de pouvoir le faire, puis c'est un peu ça qui arrive. T'sais. Fait que je pense que j'aime pouvoir célébrer. Je pense que j'ai un côté assez exubérant aussi, là, qui dans ces moments-là, peut ressortir puis en profiter.
Mais il y a aussi un côté, c'est un peu comme tu sais, je l'expliquais, bon, on travaille fort dans les congrès, mais des fois, le monde pense que c'est littéralement juste 36 heures de party. Oui, oui, moi, je reviens avec des calepins de notes et de travail et de choses aussi en même temps, tu sais. Mais il y a un côté célébration de l'année. Tu sais, comme c'est un peu, on clôt un peu notre saison. Bon, on entend que la saison d'après est déjà partie, mais on le sait qu'on la part en septembre, là, même si les congrès sont en octobre ou en novembre. Mais c'est notre moment de célébration entre gestionnaires de camp. Moi, je le vis comme ça, en fait. Fait que, ouais. Excellent. Je disais dans mon dernier paragraphe que merci de me faire réaliser qu'une société peut et doit évoluer. Mm. Est-ce que tu crois que des individus peuvent faire à eux seuls évoluer une société? À eux seuls, non. Est-ce que c'est de notre devoir, parce qu'on travaille avec de la jeunesse, des jeunes adultes, des enfants, de s'interroger là-dessus, puis de faire évoluer les façons dont on fait les choses? Tout à fait, selon moi. Est-ce que ça fait changer le monde? Certainement pas comme ça du jour au lendemain, mais les mots sont importants, les mots qu'on choisit, les mots qu'on continue d'utiliser, la sensibilité qu'on donne à ça. Je pense que pour être en mesure d'accueillir, de faire grandir tant nos employés que nos campeurs, campeuses, il faut être à l'écoute de comment ils se sentent perçus et accueillis dans ce monde-là. Fait que, tu sais, si quelqu'un te dit « j'aime pas X, ça m'impacte Y, Z », ben, je suis qui pour pas écouter? On s'entend qu'il y a une différence entre se lancer dans tout, faire OK, parfait, à chaque seconde écart, on change tout, que de réfléchir comment que ça se connecte à c'est quoi mes valeurs personnelles, mes valeurs professionnelles, mes valeurs de l'organisation pour laquelle je travaille. T'sais. Fait que je pense que c'est un devoir, pour vrai, de chaque professionnel qui travaille avec la jeunesse, de se poser ces questions-là. C'est pas parce qu'on change, par exemple, un mot ou une habitude ou une façon de faire qu'on laisse tomber qu'est-ce qui est bon avec ce qu'on faisait avant. Puis qu'on fait juste, souvent, bon, j'entends un petit peu des fois, c'est juste des caprices de. Mais attends une minute, là, le changement dans la vie, c'est toujours fait comme ça, par la jeunesse qui pousse, puis qui demande, puis qui demande à faire des changements de paradigme. Fait qu'on est on est dans le futur. J'ai un collègue de travail qui nous dit tout le temps ça. Nous, les camps, là, on vit dans le futur. La société, les jeunes sont sur le bord du futur avec nous. La majorité de la société est dans le présent, mais il y en a un moton aussi dans le passé, des fois. Des fois, il faut faire des bridges de où est-ce que nous, on est au front de la chose, qui est pour moi menée par la jeunesse. J'appelle ça comme si j'avais 75 millions d'années, mais on s'entend, là, plus jeune que moi. Oui, hein? Longue réponse encore une fois, mais je pense que définitivement, on a un rôle, puis une importance à y accorder. Donc, c'est important pour toi que ces gens-là soient à l'écoute et connaissent c'est qui les nouveaux jeunes, c'est quoi les nouvelles tendances, c'est quoi qu'ils pensent eux, et Ouais. non d'être dans la tour d'ivoire et dire, ben, regarde, moi, je sais comment ça marche, puis ils vont s'adapter. Oui, ça va être différent de chaque milieu. Tu sais. Il y a des affaires que, par exemple, moi, dans mon organisation, on va prôner, mais on ne peut pas juste faire du copier. OK, nous autres, on va se mettre à faire ça. Parfait, si vous avez un souci de commencer à réfléchir comment que ça vous impacte, mais il faut que tu connaisses comment ta communauté évolue, comment que tes jeunes qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont l'impression qui est manquant, c'est quoi leur interrogation du jour ou leur souci. Puis d'utiliser tes aptitudes de professionnel et non personnelles. Par exemple, ben, je suis parent, je suis tante, je connais ça les enfants parce que j'ai plein d'expérience. De l'utiliser à bon escient, puis pas juste de se mettre dans la position dans laquelle on va être le plus confortable de le faire. C'est un petit peu différent comme angle. Excellent, très intéressant, Jennifer. J'aimerais ça qu'on revienne dans quelques années dans le passé, qu'on revienne à ta jeunesse. Il y a une des questions que j'aime poser à mes animateurs quand je les engage, c'est Ouais. t'étais comment, toi, en 5e année à 10 ans? Là? Oh my La God! La petite 5e année, Jennifer. Ouais. T'étais c'était ma comment, toi? best année. C'était-tu ma best année? Oui, c'était une année hot, la 5e année. Conte-moi ça. J'avais une prof vraiment cool. Elle était vraiment cool. Elle venait à l'école en Jeep. Mais qui se souciait vraiment de l'apprentissage individualisé de chacun de ses enfants, ce qui était un peu comme hors norme dans les années 90, mettons. Là. Beaucoup de support, beaucoup de succès scolaire aussi vécu en 5e année. J'avais un sens du style que moi, je trouvais formidable. Puis il n'y a pas longtemps, je regardais des albums photos, puis c'est ça, puis c'était comme « Oh, dear Lord, Paul, merci les parents de m'avoir juste fait comme « C'est beau, vas-y, là, mets ça, envoie, va à l'école. »
parce que c'était un peu horrible, mais quand même, il y avait un sens de l'individualité qui commençait vraiment à ressortir super fort chez moi. J'ai toujours été quelqu'un d'assez créatif dans le sens où fabriquer des choses, faire des projets, une curiosité, poser beaucoup de questions. Donc, en 5e année, ça a vraiment pu, je pense, fleurir ça. J'avais un bon environnement pour pouvoir le faire. Fait que c'est des bons souvenirs la 5e année, je te dirais, pour moi. Ouais. Donc, si je comprends bien, tu étais un peu comme la coqueluche de la classe, Pas du la tout. leader. Non? Non. C'est Non, juste non, non, non. tu te démarquais à ta façon. Oui, en fait, je pense que, tu sais, genre, je repense à ça, j'avais des groupes d'amis par-ci, par-là, j'avais des amitiés plus solides que d'autres, mais j'ai jamais été au primaire ou, tu sais, au début du secondaire, peut-être plus secondaire 4-5, mais ça, c'est une autre histoire, là, c'est plus tard dans le temps. Mais j'avais une individualité comme telle. Ouais, tu sais, jouer seul, c'était correct pour moi. C'est certain que c'était le fun de le faire en groupe puis d'aller proposer des idées aux autres. Mais c'était pas tout le temps ça qui allait déterminer si j'allais avoir une bonne journée ou pas, mettons. Toute ta famille, ça ressemble à quoi? Ma Tu as famille, ça des ressemble à sœurs, quoi? des frères? Ah oui, pas d'autres T'es la famille. plus jeune, la plus vieille? Ah, T'es-tu je suis la plus seule? vieille, je suis OK. l'aînée. Je suis l'aînée. On a une petite famille quand même, là, dans le sens où papa, maman, bon, évidemment, qui habitent plus ensemble. Moi, je suis la plus vieille, puis j'ai un frère. J'arrête de dire j'ai un bébé frère. Ton public, on va pas dire ça. J'ai un frère plus jeune. Avec, tu sais, une tante proche, puis c'est ça, là. C'était pas super gros comme un noyau familial, là. Ta relation avec ton frère, tu jouais toujours avec? T'étais Oh my plus God. Ben là, indépendante? ça aussi, il faut que tu te demandes à quel âge, tu sais. On a 5 ans et demi de différence. OK. Tu sais. Fait que moi, je suis la plus vieille. Fait que c'est pour vrai, là, notre jeunesse, ça a été un peu rough, là, dans le sens où c'était pas nécessairement un copain de jeu. Vraiment Non. pas, en fait. Non. Ça a vraiment pris du temps avant qu'une relation, outre l'espèce de rivalité frère-sœur. C'était même pas une rivalité, là, c'était juste, il n'y avait pas de connexion entre nous deux comme tel. À l'âge adulte, par contre, quand on est devenus des adultes en temps, bien formés, instruits, et on est sorti un peu de ce cadre-là, c'est certain que ça a beaucoup changé, là. C'est rendu un membre de la famille dont je suis très proche, mais pas du tout quand j'ai grandi avec. J'ai pas joué. Oui, évidemment, j'ai joué avec mon frère, gang, lancez-moi pas de roche. Mais j'ai pas eu de relation symbiotique là, avec mon frère quand j'étais plus jeune, là. C'est quoi la plus grande différence entre la Jennifer de 10 ans et la Jennifer d'aujourd'hui? La plus grande différence, ben, je pense évidemment la Jennifer d'aujourd'hui, elle a appris à ne pas se valoriser nettement dans l'œil des autres, là. Mhm. Tu sais, je pense que c'est beaucoup ça, là, à 10 ans, comme tu fais des choses de façon indépendante, tu as ton propre sens, mettons, du style ou de la créativité, mais veux pas le regard des gangs puis des groupes. Moi, je voulais y adhérer, là, trouver comment il était où in. Ça prenait beaucoup de place comme tel, je pense, dans ma vie quand j'étais jeune, quand j'étais pas adolescente, mais plutôt comme jeune enfant vers l'adolescence. Là, rendu à l'âge que j'ai, mais aussi les expériences que j'ai eues, tu sais, ça va, tu es la personne que tu es. Tu vas faire des connexions avec les bonnes personnes qui sont bonnes pour toi, ton point de vue professionnel que personnel, puis c'est correct que c'est pas tout le monde qui t'aime. Puis c'est correct que tu n'aies pas des affinités non plus avec tout le monde, tu sais. Effectivement. Bon, ton côté déterminé, indépendante, féministe, est-ce que ça vient de ta famille, de ta mère, de ta grand-mère? Est-ce que c'est ancré famille ou c'est apparu plus tard, ça? Ben, je pense un peu par la bande. Tu sais, je pense pas de façon très consciente, là. Je pense pas que ni ma tante, ni ma grand-mère ou ma mère étaient des protestantes féministes à affirmer. Tu sais, les années 80, 90, c'était un peu rough là, pour le féminisme, là. Je veux dire, littéralement, te dire féministe, c'était anti-homme, là, à un point de vue assez intense. Fait que, tu sais, les revendications de ça, c'est venu plus tard sur, je pense, comme à l'adolescence, de juste constater des inégalités, des stéréotypes de genre aussi que je trouvais super enrageants, tu sais. Le concept d'égalité aussi des sexes qui a quand même fait son apparition probablement là, par l'école, un sujet, etc. Je me souviens plus d'un déclic précis. Peut-être un film même, mais on dirait que je ne l'ai pas en tête. Mais c'est certain que moi, l'inégalité des sexes m'a toujours fait un peu comme
de me faire dire ou de me faire traiter comme si parce que j'étais une femme, je pouvais pas faire certaines choses que certains gars veulent. Puis comme je veux pas nécessairement pouvoir faire tout. C'est juste le concept que je comprenais pas puis qui était pour moi. Fait que je voyais aussi beaucoup de disparités entre on dit des choses, mais c'est pas comme ça que ça se passe pour vrai dans mes relations avec les autres ou que je vois autour de moi. Est-ce que tu osais déjà au secondaire d'intervenir par rapport à un commentaire et de dire ça se dit pas ou ça? Non. Non. Au secondaire, là, on s'entend, là, mes super-héroïnes, là, mon opinion a un peu changé là-dessus, mais j'en suis fière quand même. C'était les Spice Girls, hein? Girl Power puis tout. Parce que cette notion-là de Girl Power, on s'entend, les Spice Girls l'ont à des fins très, très commerciales et c'est pas une gang de femmes qui a fait de l'argent avec ce groupe-là. Mais cette notion-là de être une femme a un pouvoir en soi et peut se défendre. Je pense qu'au secondaire, c'était plus une sensibilité sur faire sa place, être considéré dans les choix, être considéré dans les discussions. Pas de se faire interrompre, le classique de comme tu dis une idée, puis 2 secondes, personne l'écoute dans le groupe, 2 secondes après, Joe Blow l'a dit, puis comme, c'est une bonne idée. T'es comme, mais tu niaises-tu, là? Je viens de dire la même affaire. C'est ça, là. Mais intervenir de façon proactive, attends, là, ça prend, moi, ça m'a pris du temps d'être capable de le faire, puis je le fais encore pas de façon super habile des fois, parce qu'il faut que tu détaches ça de toi. C'est pas ta personne à toi, tu tentes d'intervenir d'une façon aussi qui va laisser place à la discussion ou du moins à l'apprentissage chez la personne qui a un comportement que tu crois qu'il devrait peut-être prendre autre chose. Là. Fait que, tu sais, c'est d'être nuancé aussi là-dedans. On s'entend à l'adolescence, d'être nuancé, c'est pas... ça ne vient pas avec les hormones qui survicretaient à cet âge-là, mettons. Oui, des fois, c'est un petit peu plus dur, effectivement. Ouais. Bon, bien sûr, nous, les camps, c'est un élément important. Quand est-ce que ça apparaît dans ta vie, ça, les camps, à Jennifer Pelletier? Moi, là, je suis allée qu'en camp de jour, d'ailleurs. En fait, c'est pas vrai. J'ai fait une fois une classe verte, mais je suis jamais allée en camp de vacances. Ce que mes amis de camp constatent à chaque fois qu'on tente de faire des activités plus plein air. Par choix ou parce que les parents n'ont pas voulu? Ah, ben c'est une question de moyens. Moi, j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas énormément, classe moyenne, très dans le bas de la moyenne. Là, fait que le camp de vacances était dispendieux. C'était pas dans la culture de ma famille non plus, le camp de vacances. Là. Fait que personne dans ma famille qui était allé ou qui avait accès à ça. Fait que le camp de jour est vraiment arrivé, là, l'espèce de l'été que comme, ben OK, tout le monde travaille, puis c'est plus la gardienne, ça va être le camp de la ville, let's go. Là. J'ai fait 3-4 étés, je pense, de camp de jour de la ville dans les années 90. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, c'était des expériences. Pour vrai, j'ai des beaux souvenirs, mais mon expérience générale en tant que campeuse était vraiment pas tant positive. C'est quand nous, ce qu'on parle de donner la chance à chacun de nos campeurs de vivre un succès, de gérer le risque, de se développer, d'avoir des opportunités de socialiser. Non, c'était pas du tout le genre d'expérience que j'ai eue comme telle dans les camps de jour. Fait que moi, honnêtement, je voulais plus aller au camp de jour. Là. C'était la crise à mes 12 ans pour plus y aller. Je voulais plus jamais avoir à revivre ce que j'avais vécu les étés d'avant. Fait que c'est quand même drôle, finalement, que je travaille en tant que professionnelle du monde des camps, mais c'est quand tu comprends que le camp, c'est beaucoup plus que l'expérience que tu as eue, puis le power que ça a aussi, le pouvoir que ça peut avoir sur des campeuses, sur des campeurs, sur des parents, sur des familles, surtout sur nos jeunes employés, là, l'expérience positive d'emploi qui m'a, moi, donné le goût de pouvoir travailler là-dedans comme tel. Est-ce que Jennifer, la campeuse, était la même que Jennifer à l'école ou Jennifer à la maison? Oui. Fait que des fois, tu sais, c'est ça, les idées, tu sais, là, c'est ça. Je pense qu'à un certain âge, les idées qui sont hors normes, les idées qui ne fitent pas dans le cadre, c'est pas super accueilli tout le temps avec grande. C'était un peu une conséquence de ça, là. Mais ça ne m'a pas empêché plus tard de faire un choix d'aller en technique d'intervention en loisir parce que moi, je voulais organiser des choses avec des outils de travail, de gestion, etc. Puis, ça m'a aussi permis d'aller travailler comme animatrice dans les mêmes camps de jour de la ville. Fait que, j'ai fait quelques années d'animatrice de camp de jour, mais moi, c'est certain que mes yeux étaient sur les postes de coordination, parce que c'est plus là que en fait, c'est pas plus là, c'est là que je voulais aller de façon un peu dans le futur. Là, j'aimais vraiment beaucoup mon contact avec les jeunes.
Mais je savais que c'est pas quelque chose que je voudrais faire toute ma vie. Par contre, faire partie de ce monde-là puis donner l'opportunité à des gens de développer leur talent-là, ça, ouais. Fait que, ouais. Qu'est-ce que tu aimais moins d'être animatrice ou qu'est-ce que tu trouvais ça difficile ou Bien, c'est certain que j'ai eu quelques années d'expérience d'animation. Avec le style d'animation que j'avais, j'avais une grosse voix, je parlais fort, on me mettait avec des groupes difficiles, sans trop que j'aille démontrer des aptitudes de gestion de groupe super fortes plus que ça, là, tu sais. Je pense que j'avais une super belle créativité, une imagination, etc. Fait que, tu sais, les ados, c'était un peu rough pour moi, puis c'était tout le temps ceux-là que j'avais. Fait que c'était pas ultimate. Je pense que mes jeunes ont eu du fun quand même, moi aussi, mais c'était pas l'ultime match parfait pour moi. Puis ça allait toujours être un peu être ça dans le milieu dans lequel j'étais au camp. C'était comme, OK, mais je peux essayer un autre groupe d'âge. J'étais comme, ah, ben non, là, tu peux pas, là, parce que le Clémentine, elle, ça fait 6 ans qu'elle a ce groupe d'âge-là, on peut pas y enlever. Il n'y avait pas beaucoup d'espace de, OK, moi, je sens que c'est peut-être pas là que je shine le plus, puis j'ai pas d'autres choses où aller. Donc, pour moi, au complet, la job d'animatrice ne sera pas la bonne. C'est un peu dramatique, pas dramatique, dans le sens où comme c'est pas très nuancé comme réflexion, là, mais c'est un peu les options que j'avais. Jusqu'à temps que tu t'impliques dans le monde et que tu comprennes que c'est pas tout le monde qui gère leur cas de même. T'sais. on sait que tu as d'excellentes capacités de gérer. Est-ce que tu aimes te faire gérer? Est-ce que tu aimes qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi qui donne des directives, des façons de penser? Est-ce que ça, c'est un élément qui peut dire, ben moi, j'aime mieux être coordonnatrice, j'aime mieux gérer que me faire gérer? Ben, je pense que ça dépend dans quel genre de projet. Tout le temps être à la tête de tout, c'est correct. Là. Je pense que j'ai des forces dans certaines choses, puis il y a d'autres projets que c'est moi qui vais être l'exécutante. Puis en autant que je suis capable de créer un lien de confiance avec la personne qui va être en position de gestion, puis qu'on va s'entendre sur des façons saines de faire avancer un projet, I'm game. Je vais vraiment être une bonne joueuse pour vrai. Là. Put me in, coach, où est-ce que tu penses que mes talents vont pouvoir être utilisés au mieux? C'est cool. S'il y a un vide, comme beaucoup de personnes, je pense, dans notre industrie, s'il y a vide, évidemment, je vais me pitcher sur le vide pour tenter de donner une direction à quelque chose. Mais c'est pas obligé d'être ça, mon rôle non plus. Et là, c'est là que tu te ramasses un peu dans la coordination à McGill, c'est ça? Oui, au Conservatoire de McGill, au camp de jour qui s'appelait, quand j'ai joint Art et Musique, qui est devenu le camp de jour du Conservatoire de McGill, dans lequel j'ai vraiment évolué pendant quasiment 15 ans. Là. C'est là que j'ai fait mes armes de coordinatrice, de gestionnaire, de directrice. J'ai monté directrice adjointe de gestion de budget, d'encadrement, de planification, de développement de programme. C'est vraiment là aussi que ça a cliqué pour moi que ça peut être une job pour la vie, ce que je faisais là. Parce que ça mettait en application ce que j'avais étudié au bac, qui était un bac en communication en relations humaines, qui est vraiment gestion du travail en partant de l'humain. Donc, c'est beaucoup de choses là-dedans qui étaient symbiotiques. Puis, c'est un camp à spécialité, donc art, musique, etc. Ça, c'est vraiment trippant parce que, selon moi, ça donne vraiment plein d'opportunités, tant encore là, aux membres de l'équipe qu'à nos campeurs, campeuses, de vivre des moments où on prend un risque, où est-ce qu'on a un succès, où est-ce qu'on peut réessayer le lendemain, ça ne s'est pas bien passé. Il y a vraiment là, quelque chose de powerful là-dedans, là, avec une performance finale, et etc. Donc, ouais, ça m'a permis vraiment là, de me former comme professionnel des camps, je te dirais. Là. Justement, là, tu as un peu de recul face à ces 15 ans-là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus, cette expérience-là, ce 15 ans-là à McGill? Je pense que c'est de comprendre, peu importe à quel point tu vas avoir des bons gestionnaires, si ton équipe ne comprend pas ce que tu fais, comme c'est quoi la mission, puis comment la mettre en action, ça ne fera pas un bon camp, peu importe c'est quoi. S'il n'y a pas de connexion dans l'action à la mission, donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'y adhère, moi aussi, c'est important, l'environnement, mais il n'y a jamais les actions qui sont liées à ça de façon ça ne marchera pas au point de vue d'une offre de camp qui se peut, tant au point de vue des campeurs, mais au point de vue des employés aussi. C'est l'espèce de
de réussite, de sentir qu'on accomplit quelque chose, va être diminué par rapport à ça. Fait que l'importance d'être clair sur c'est quoi notre mission, comment on la vit, puis de faire ce qu'on dit qu'on fait. Tu étais très tatoué, hein, je me souviens, tu sais, je veux dire, c'était important, tu en parlais, tu sais. Là, tu décides de changer de, bon, peu importe la raison, de changer d'organisation. Ouais. Point de vue personnel, là, quel point ça a été un deuil, ça a été difficile de vivre cette période-là? Hey, c'était intense pour vrai, Yannick, là, parce que, tu sais, ce camp-là, je le voyais comme mon camp. On s'entend, c'était pas mon camp, mais je n'en ai pas. C'est un camp sans but lucratif attaché à une institution scolaire. Mais je m'y étais approprié beaucoup d'éléments qui en faisaient un camp où est-ce que j'y étais attachée de cœur. Fait que là, de passer à quelque chose où est-ce que moi, j'espérais, en fait, le gros facteur là, de changement a été que moi, j'avais fait le tour de la scène. Oui. Fait que, tu sais, je cherchais d'autres opportunités de pouvoir compléter ma formation, mon expertise en gestion de camp, puis d'avoir accès à du mentorat aussi, plus que par les expertises un peu à gauche et à droite que je ramassais. Fait que c'était ça le cœur du changement qu'il a fait. Mais de quitter quelque chose dans lequel, honnêtement, tu as mis ton cœur et ton âme pendant tout ce temps, qui a apporté énormément de frustration, mais énormément de satisfaction aussi, là. Beaucoup d'amitiés qui se sont créées là pour moi au camp. Puis le camp, dans la façon dont il fonctionnait, il venait aussi nourrir mon moi personnel, dans le sens où c'était la culture, c'était l'art, c'était le développement, c'était l'expérimentation. Fait que le changement a été intense pour moi. Il y a une perte de. Mais c'est d'apprendre un peu à la dure que ce que tu fais n'est pas ce que tu es, là. Dans le sens où comme c'est plus que ça. Là. Puis de comprendre que ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'avais vécu, ce que j'avais contribué à aider à être réalisé, bien, ça allait pouvoir se passer ailleurs. C'est juste que ça allait jamais reprendre la même genre d'intensité. C'est correct comme ça, parce que là, ça crée une distance. Puis pour moi, le mot distance n'est pas connoté négativement, là, juste une espèce de distance de gestionnaire qui permet d'aller chercher le cœur des affaires pour le reproduire ou tenter de le mettre en place versus le vivre puis le faire parce qu'on le vit. C'est clair ce que je viens de te dire? Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, hein? Là, toi, tu débarques au YMCA dans une grosse boîte. Et là, ça fait 15 ans que tu es à McGill. Puis, tu sais, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis à l'estacade. Je pense que tout est parfait. Puis, tout, tu sais, toutes nos décisions sont toujours les meilleures. Si tu dirais une chose que tu as dit, ah, tabarouette, ça, je viens de réaliser ça, là, en venant au Y, ce serait quoi la chose que tu dis? Tu vois, ça, là, pendant 15 ans, je ne l'ai pas réalisé ou je ne l'ai pas vu ou je ne le comprenais pas, mais là, je viens de réaliser quelque chose, ça serait quoi? C'est une bonne question. Donne-moi des petites secondes. Je pense qu'il y a un élément. Il y a un élément lié à un bon programme ne peut pas être dépendant des personnes qui le donnent. Hmm? Ça a été une grosse réalisation. Ouais, parce que c'était la richesse et la faiblesse des fois à McGill, c'est qu'on avait beaucoup de programmes qui étaient autour d'une personne parce qu'elle avait amené l'idée, parce qu'on l'avait développée avec elle, parce que son approche faisait que c'était ça qui était extraordinaire. Ce qui était super intéressant alors, au point de vue que la personne continue à être intéressée de pouvoir donner ça, puis que nous, ça continuait à faire évoluer quelque chose qui était en constante évolution, mais ça mettait aussi en lumière que c'est un risque organisationnel, entre guillemets. Là, On a parlé de ton implication à la Sécu là, dans différents comités sur le conseil d'administration et autres. ouais. Si je te pose la question, de quoi tu es fier de l'ACQ aujourd'hui, puis quelle serait la chose qu'on doit améliorer à la Sécu? Moi, je suis fière de la Sécu qui s'est rapprochée de ses membres de par les personnes qui sont en place, de par les outils qui sont développés, de par l'approche aussi, de clarification de qu'est-ce qui était la Sécu et qu'est-ce que la Sécu est maintenant. Je pense qu'il y a eu une évolution dans
la perception des membres qui était peut-être pas tout le temps visible pour tout le monde. Puis il y a vraiment eu un effort de l'association de le mettre de l'avant. La représentation au point de vue gouvernemental qu'il y a eu pendant le début de la crise de la COVID a été exceptionnelle. Fait que de réaliser que notre association a toujours, mais croit encore plus à ce moment-ci, à notre pertinence et à notre importance dans le développement de l'enfant, des familles et des jeunes adultes par des actions concrètes, c'est exceptionnel au point de vue ça, je pense qu'au point de vue associatif. Ta deuxième partie de question était? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler, là? Bien, je pense qu'au point de vue du membership, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de faire part d'une association, d'aller diversifier le membership, d'aller s'attarder à se positionner par rapport à est-ce que c'est la Sécu qui offre ce genre de support-là quand certains membres demandent, par exemple, la formation continue, des groupes de rencontres pendant l'année, faire de la place aux nouveaux gestionnaires autant qu'aux anciens aussi, puis les accompagner en tant que nouveaux gestionnaires là-dedans aussi. Parce que là, de plus en plus, ben, comme toujours, je pense que c'est le cycle de la vie, on va passer le flambeau à d'autres personnes qui n'auront peut-être pas eu l'éducation associative que moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir ou que toi, tu as pu te permettre aussi. Fait qu'il y a vraiment un intérêt à se faire connaître et comprendre par les plus jeunes gestionnaires, je dirais, puis d'aller chercher du membership. Je pense qu'il y a énormément de membership du côté de la ville, des municipalités qui s'est réalisé. Puis, il y a un gros travail sur la diversification du membership aussi, mais je pense que le service aux membres est peut-être là où est-ce qu'on pourrait regarder qu'est-ce que ça veut dire. Parlant de la Sécu, j'ai eu Tania Desrochers, bien sûr, comme première invitée, et elle m'a fait parvenir 3 questions pour toi. Donc, des questions de Tania. Des très bonnes questions. Ah ouais, hein? Donc, première question. Par ton franc-parler et ta voix affirmée, tu donnes l'impression d'être une femme forte. L'es-tu vraiment? Toujours, des fois? Et comment tu définis une femme forte? Hey, c'est des questions de tard le soir, ça, Tania. Je vais les honorer. Je vais les honorer. Tania, je vais répondre à la question, je n'évite pas la chose, mais Tania, qui est une des personnes qui a fait vraiment faciliter mon entrée dans le monde des camps, là, vraiment là, à fond, là, de par son accueil et de sa personne étant femme forte elle-même. Femme forte, oui, mais je pense que la définition doit être revue. Tu sais, femme forte, c'est pas être une superwoman, là, où est-ce qu'il n'y a absolument rien qui nous atteint jamais, puis que tout peut être relevé comme défi. Wow, ta minute, là. Mais définitivement, de foncer, de lever la main quand ça ne fait pas l'affaire, puis de ne pas avoir peur de le faire. Je me définirais. C'est quoi les choix tout le temps, souvent, en fait, parfois? est-ce que tu l'es toujours? Parce que toi, on te voit dans le public, si on peut dire. Est-ce qu'à la maison, avec tes amis, c'est toujours. Jennifer est toujours un peu la même personnalité? Ben, oui et non, pas tout le temps. Je pense pas. Je pense qu'on a des facettes qu'on met plus de l'avant dans certains milieux, dans certaines opportunités que d'autres parce que ça nous laisse le faire comme ça. Souvent, ce que je dis au monde de camp, c'est comme là, tu deals avec Cactus. Là. Tu dealerais avec Jen, ce serait autre chose. Bon, vraiment, tu deals avec Cactus. Fait que c'est un peu cette idée-là. Fait que je pense que oui, mais ça se vit pas de la même façon tout le temps. Deuxième question de Tania. Si tu avais 1 million de dollars, comment tu le dépenserais? C'est putain beaucoup d'argent, 1 million, là. Écoute, on peut mettre 10, là. J'ai pas de problème avec ça, là. Hey! Oh, là, c'est ça. 10, OK, là, on parle. On va dire 10, là. C'est bon. 10 millions, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Bon, tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires de camp qui aimeraient ça, dont ça, avoir leur propre camp. D'avoir un concept de camp nouveau, peut-être, là, qui acheter une propriété, en faire un bed and breakfast d'un côté avec un café, mais il y a une coop de participation pour les ados, puis il y a du camp de vacances de ce bord-là, du camp de jour. Tu sais, une bébelle de même, ça pourrait être une option, définitivement, de faire ça. S'assurer que tout le monde qui est dans ma vie, qui a contribué à la personne que je suis, puisse être confortable et safe là, dans le matériel qu'ils ont autour d'eux.
Peut-être même créer une bourse reconnaissance des jeunes leaders de demain. Il faudrait qu'on PR ça un peu comme nom parce que c'est un peu surutilisé. Mais quelque chose, de l'argent mis de côté pour que des gens dont les organisations, par exemple, n'ont pas les moyens ou qu'eux, personnellement, n'ont pas les moyens, qui aient accès à toutes les ressources qui sont là pour des gestionnaires de camps. Pour aller développer leur talent comme tel. Tu parlais de partir peut-être un petit quelque chose. Est-ce que c'est un rêve, ça, un jour d'avoir une petite business, une petite propriété, un petit tu parlais de bed and breakfast? C'est un rêve, là, c'est quelque chose que je pense, dépendamment des définitions que les gens ont. Moi, les rêves, c'est plein d'affaires qui est un peu trop farfelu pour vraiment se réaliser, mais c'est pour ça que j'aime ça les avoir. Ils sont tous là, puis je regarde. Il y a d'autres personnes qui ont des rêves, c'est un objectif. Je le rêve parce que je vais le mettre sur papier puis je vais travailler pour m'y rendre. Moi, le rêve, je ne le vois pas comme ça. Fait que ce que je te décris là, oui, c'est un genre de rêve. Tu sais, là-dedans, il y a, on s'entend, là, je ne pars pas ça tout seul, cette affaire-là. Là. Je pars ça avec deux bonnes amies, probablement collègues des camps avec qui on partage plein d'affaires. Il y a un côté aussi communauté là, à ça. Là, le monde habite tout. Ben là, tu habites sur ce projet-là parce que chaque personne a sa maison. Puis tu crées un peu une espèce d'écosystème. Puis un retour aussi à intégrer tes passions de vie personnelle dans ta vie professionnelle. Avoir justement une boulangerie, un café, des choses qui peuvent s'aider les unes les autres comme telles. C'est un travail, mais c'est aussi quelque chose que tu en profites à fond quand tu le fais. Puis tu viens aussi allier à ça ton expertise, puis qu'est-ce qui t'a nourri pendant plusieurs années, qui est de faire du camp là-dedans. C'est un peu comme un mélange de tout. Dernière question de Tania. Quel serait le bon titre pour ta future biographie? Puis quel chapitre on serait surpris d'apprendre? Un bon titre, hein? Ouais. Quelque chose avec un titre en franglais, parce qu'on s'entend que probablement, je ne me suis même pas rendu compte avec toi, puis je t'ai probablement parlé franglais la moitié du temps. Puis comme en lettres majuscules ou juste des signes comme des exclamations, des points d'interrogation, puis pour mettre de l'emphase sur le punch que les choses peuvent avoir. Et le chapitre qu'on serait surpris. Oui, tu sais, un chapitre qui a dit on ne savait pas ça. OK, ça ne sera pas surprenant, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Fait que, moi, je le verrai comme en intro. Alors, j'étais une grande fan des livres des Babysitters quand j'étais jeune. Je ne sais pas le titre en français de cette série de livres. Il y a eu même un film sur les Babysitters Club. Puis dans le film, ils se partent une espèce de camp de jour magique, là, que ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Là. Et là, qu'est-ce que tu crois que moi et une de mes amies, on a fait l'été d'après à 13 ans et 2 poils? Le camp de jour des coccinelles. On a eu 2 saisons du camp de jour des coccinelles. Non! Oh oui, là, dans la cour des parents. Vraiment pas sécuritaire en sécu style. Mais quand même, avec planification hebdomadaire, journal de camp, activité spéciale. Oh ouais, là, on gérait ça à 13-14 ans. Nous autres, le camp de jour des coccinelles était Et combien de jeunes? Je pense que notre plus grosse session, on avait genre eu 17 jeunes, mais on se tournait au plus autour de 8. On s'entend que c'était un service de garde pour la gang du quartier. Oui, mais entrepreneurs déjà en jeune âge. Oui, vraiment. Okay. On va parler des tabous maintenant. Un sujet qui va revenir grâce à notre séminaire, plein de sujets qu'on va peut-être aborder, mais tu es une fille qui a pas peur de s'exprimer puis qui a des opinions sur à peu près tout. Je serais curieux de commencer aujourd'hui quand on enregistre, c'est la journée Belle cause pour la cause, la santé mentale. À quel point ça t'a touché dans ta vie, dans ton travail? Ben, beaucoup, je pense. Je pense que quand on fait n'importe qui là, peut vivre des difficultés de santé mentale n'importe quand dans n'importe quel domaine. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand ton travail est très proche de toi, de ton toi, qui augmente un peu les chances de vivre c'est soit que tu te nourris au point de vue de la validation que ça t'apporte, que ça soit que tu sais comme l'espèce d'être des workaholics, puis le fait que c'était positif, plus tu fais de travail, plus tu vaux quelque chose. Il y avait beaucoup cette trame-là, là, on s'en défait de plus en plus, là, puis c'est le fun de finalement pouvoir le contester un peu. Là. Mais moi, j'ai été élevée là-dedans au point de vue professionnel. Beaucoup travailler, c'est valoriser. Tes succès, c'est ta personne. Fait que
n'y a pas beaucoup de place pour ton toit là-dedans. Donc, je pense que, tu sais, moi, j'ai côtoyé des gens qui ont fait des burn-out, qui ont vécu des situations de diagnostiquées avec des troubles anxieux. Puis, le fait que ça soit vécu comme de l'exceptionnel à chaque fois fait que on se demande pourquoi c'est encore un tabou, tu sais. Parce qu'en fait, ça arrive à plein de gens tout le temps. Ça arrive à nos employés, à nos employeurs, à notre équipe. C'est un gros sujet, là, mais depuis les 5 dernières années, on le voit vraiment apparaître au point de vue de nos employés. On l'a vu beaucoup aussi. En tout cas, nous, on l'a vu beaucoup, le retour au travail pendant la pandémie. On s'entend que les camps prenaient un sur-rôle. Nos jeunes qui venaient travailler avec nous, ils arrivaient avec leur stress de l'année. Il n'y avait pas eu de ressources beaucoup. Donc, ils se confiaient les uns aux autres, puis il y avait des problèmes, des difficultés en fait de santé mentale qui ressortaient là-dedans comme tel. Je veux reprendre ça parce que je trouve ça important, Ouais. Jennifer. Moi, je constate, même avant la pandémie, mettons les 5 dernières années, justement, que du côté de nos employés, là, nos jeunes qui ont 17 à 25 ans, de plus en plus de cas. Est-ce que c'est parce que maintenant, ils n'ont pas peur d'en parler? Est-ce qu'il y en avait vraiment autant, vous le disiez, ou il y en a plus aujourd'hui? S'il y en a plus aujourd'hui, pourquoi tu penses? Je pense que il y en a plus, il y a moins peur d'en parler, c'est pas vrai, là, parce que je pense qu'il y a encore une peur d'en parler, mais il y a clairement un climat plus encourageant d'en parler qu'avant. Il y a surtout une réalisation que c'est ça, avoir des difficultés de santé mentale. Ou est-ce qu'avant, je ne réalisais pas trop, tu avais trop travaillé, va dormir, c'est correct, ça va passer. Fait que de réaliser que, attends là, OK, en ce moment, c'est peut-être ça que je suis en train de vivre. Puis je pense que le lien de confiance qui s'est développé aussi entre employeur-employé vient jouer pour quelque chose là-dedans. On est dans la plupart des organisations de camp, il y a eu quand même beaucoup de soucis et d'investissements là, à rendre l'emploi plus attrayant, à mieux encadrer nos ressources, à les développer, à leur donner ce qu'il faut. Bien, quand tu démontres que tu es là, que tu es présent pour tes employés, je pense que c'est correct de s'attendre à ce que, dans certains cas, c'est toi et ton équipe qui vont choisir pour venir se confier ou ils vont s'en parler entre eux autres. Puis là, il y a peut-être un OK, je vois cette personne-là comme étant une ressource. Clairement, ils vont avoir toutes les ressources pour nous. T'sais. Fait que, Ce serait quoi, tu penses, la cause? Si on mettait un doigt sur le stress de ces jeunes-là ou l'anxiété, elle vient de où? Est-ce qu'elle vient des réseaux sociaux? Est-ce qu'elle vient du fait qu'ils ont peut-être moins de contacts humains? Tu penses que ça vient de où, selon toi? ben, je pense pas que j'ai la réponse à ça vient de où, parce que je pense que ça vient de plein de places, en fait. Je pense que de leur demander pourrait être une bonne indication. Là. Mais il y a clairement un stress vers le futur. Tu sais, dans le sens où, comme, OK, il faut que je fasse des choix de vie. Là. Puis là, l'éco-anxiété, la planète s'en va où? Le domaine dans lequel je vais étudier, il va-t-il encore exister dans 7 ans? Que la job pour laquelle il faut que je me forme? Fait qu'une espèce il y a un sentiment que le futur est plus flou pour eux que qu'il l'était pour nous. Donc, ça peut avoir deux effets, soit qu'on stresse bien raide sur chaque décision qu'on prend puis sur chaque impact, ou que, tu sais, je pense qu'on s'en soucie pas, on vit au jour le jour. Ce qui fait que là, chaque décision peut peut-être un peu perdre des conséquences qu'il peut avoir. Tu sais. Je pense que l'art de communiquer, le malaise à avoir une vraie discussion. Tu sais, quand moi, j'essaie de coacher un peu mes cordeaux, là. OK, là, vous allez contacter votre équipe, vous allez leur envoyer un message X, ensuite, ça va être un texto. Puis là, comme, oui, là, je sais, s'ils ne vous répondent pas, vous allez leur téléphoner. Je fais des blagues, là, mais c'est quasiment ça, là. C'est comme, oh, je vais vouloir que je parle au téléphone. Oui, on va se parler. C'est correct de vivre ça. Fait que, parce qu'il y a eu moins d'opportunités, où les opportunités ne sont pas vécues pareil. Un mélange de tout, je te dirais. Je pense que le monde virtuel est réellement devenu un refuge, puis une security blanket, là, un fort de sécurité. C'est pas juste en tapant sur le téléphone et en disant arrête de le faire que ça va se régler. Parce qu'il y a une prévisibilité là-dedans. Il y a une façon qui existe dans cette plateforme-là qui n'existe pas ailleurs. Fait que, je pense qu'il y a plein d'éléments qui font que, puis c'est pas juste
une solution ou une approche, mais d'en parler, honnêtement, puis surtout réfléchir en tant que personne qui agit avec ces jeunes-là. OK, ils sont où, moi, là, mes billets puis mes stéréotypes par rapport à la santé mentale, là? Je pense que ça, c'est full important, là, de se questionner soi-même sur un peu comme, attends, tu vois pas, moi, ce genre de situation, je pense que j'ai des billets par rapport à ça. Je suis inconfortable, je pense que, ouais. J'écoutais justement un reportage qui parlait de ça ce midi, puis il disait justement l'importance, pas le comment, mais juste d'en parler. Juste ça, ça peut faire la différence. Puis je pense qu'il va falloir continuer en tant qu'industrie de parler à nos jeunes parce qu'ils en ont besoin. Peut-être que juste ça, peut-être qu'ils manquent d'écoute ou qu'ils manquent d'opportunité de parler. Juste ça, ça peut leur faire du bien. Mais moi, je trouve que c'est une problématique qu'il va falloir s'attaquer encore plus parce que c'est grandissant, puis on sait que ça fait des ravages dans le maintenant, mais dans le futur aussi. Là, donc, tu sais, puis d'en parler, puis de travailler sur la capacité d'écoute, hein? Parce que souvent, le réflexe, là, je parle de moi, puis j'essaie de déconstruire ça, c'est de vouloir les aider puis régler ça pour eux, tu sais. Mais c'est pas ça que la personne a peut-être de besoin devant toi, là. Fait que de nous-mêmes, aller se questionner, aller se refaire reformer ou aller se faire former sur, OK, comment, pour vrai, comment j'accueille ça de façon qui reste dans ma sphère de compétences. Je suis pas psychologue, mais comment j'écoute et je conseille et je ne vais pas régler les choses pour eux parce que c'est pas comme ça que ça peut fonctionner non plus. Tu sais. autre sujet tabou, l'image corporelle. Comment tu trouves d'aujourd'hui, en 2022, l'image qu'on fait de la femme ou de l'homme? Est-ce que tu trouves que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu de l'amélioration? Comment, Ben, comment tu vois ça? OK, au moins en 2022, je pense qu'on est rendu où est-ce qu'on peut se poser cette question-là. Qui est quand même le fun, on peut en parler. Puis je pense que c'est peut-être même se poser la question sur la personne. Tu sais, là, tu disais homme-femme, sur la personne. Comme peu importe comment elle se présente, que ça soit agenré, que ça soit féminin, masculin, il y a plein de façons de se présenter, là, de vivre son genre, en fait. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de discours qui existent sur les médias, dans les médias sociaux si on suit les bonnes personnes. Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont me dire « Ah, j'ai jamais entendu parler de ça ». Ben, il faut se rendre compte que nos médias sociaux, c'est un peu des chambres d'écho. Si tu suis juste les choses que tu aimes et que tu comprends, ben, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui va rentrer dans ta bulle. Tu sais. Mais il y a quand même beaucoup de speech sur la diversité corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces concepts-là, il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas non plus repris par la grande majorité de façon toxique. Par exemple, qu'on parle de diversité corporelle au point de vue de l'image, puis qu'on présente des corps différents, mais encore parfaits au point de vue esthétique, ben, on s'en va pas dans le même... On est encore dans le même bateau, là, tu sais. Puis on veut pas non plus... Le but, je pense, c'est vraiment, là, c'est de l'éducation à la différence. Je pense que les gens ont besoin de réfléchir un peu à comment ils perçoivent qu'est-ce qui est attirant, qu'est-ce qui est intéressant, comment qu'on norme la chose. Puis c'est quoi, là, pour le lien avec les camps, c'est quoi notre pouvoir ou notre devoir dans les camps de faire attention à cette représentativité-là. Tu sais, d'y aller de façon « OK, on va mettre tout le monde dans le même uniforme, peu importe son corps. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Où est la place de la personne là-dedans pour faire? Moi, je suis inconfortable là-dedans. C'est quoi mon option? Et pas de faire des choix pour les personnes non plus. Ah, mais toi, personne qui est un peu plus grande que les autres, je n'ai pas un chandail plus grand. Puis là, comme, mais moi, je suis bien correct avec whatever. Tu sais, c'est de faire attention, c'est quoi, encore là, nos préjugés puis nos stéréotypes par rapport à ça, puis vraiment faire la place aux gens qui sont prêts à l'apprendre. Pas non plus de venir mettre de l'avant « Hey! Le petit gros, tu vas être maintenant notre part-étendard de la semaine de bien manger active. » Parce que, wow, là, c'est pas des décisions qui peuvent être prises par des gens. C'est pas de le faire comme ça non plus qu'on va faire avancer les choses. Fait que je pense que c'est de rester à l'écoute, de rester aware de certaines affaires qu'on peut faire. Par exemple, à l'espace physique des places. Qu'est-ce qu'on met de l'avant dans nos photos promo de camp? Qu'est-ce qu'on met de l'avant dans nos personnages de thématiques, etc.? Il ne faut pas vendre de la différence pour vendre de la différence. Il faut que ça soit attaché à tes valeurs de l'organisation. Il faut que ça soit amené avec nuance et normalité. Sinon, tu viens de créer une nouvelle différence en mettant de l'avant une différence.
je vais te poser une question, peut-être crue, je ne sais pas, tu me le diras. Mais tu sais, de plus en plus, par les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, on voit, par exemple, des femmes qui mettent de l'avant, qui prennent soin de leur corps, puis qui font de l'exercice et tout ça, puis qui ont perdu 50 livres, puis qui disent, ben regarde, je suis plus heureuse, tout ça. Ma question crue est la suivante. Est-ce qu'on peut être grosse et être complètement heureuse? Ben oui. Mais pourquoi ça, Ben c'est pas vendu? Pourquoi ça, c'est pas vendu? c'est vendu dans beaucoup, Oui, beaucoup de médias. Ouais. Je pense que là, c'est d'aller chercher le sortir de sa chambre d'écho un peu, là. Il y a une différence entre être gros et être en forme. Question numéro 1. C'est pas oui. parce que tu es une personne plus grosse que tu n'es pas en forme. Je pense qu'il y a une différence. Tu sais, s'accepter soi-même, d'être heureux à tous les jours, ça va pas du tout avec le corps pour moi, là. Peu importe, je pense, le corps qu'on peut avoir, plus gros, plus petit, pas à son goût, peu importe la shape, il y a des personnes qui vont avoir des doutes sur est-ce que mon corps est le bon corps. Fait que je pense que c'est l'obsession qu'on fait sur de mettre de l'avant notre corps comme objet de représentation qui est un peu le problème, des fois, en grosses guillemets, de, tu sais, ouais. Fait comme à ta question, est-ce qu'on peut être gros et heureux? Hell yes, là. Voyons, oui, vraiment énormément. Je pense que c'est parce que c'est pas de ce que se définir par son corps à ce moment-là. Mais il n'y a personne non plus, tu sais, je pense que tout le monde veut vivre en santé, mais là, ça, c'est un sujet qui est un peu glissant si on tombe là-dedans, là, parce que c'est très facile de se dire, dès que tu es gros, tu n'es pas en santé. Ah, je vais vous demander d'aller faire vos recherches et Ben oui. pour vrai, porter attention parce qu'il y a des gens plus minces qui ne sont pas du tout en santé. Il y a des notions de base de médecine qu'on utilise pour illustrer des choses qui sont incorrectes. Quand on parle de l'IMC, on va faire un peu de recherche sur d'où est-ce que ça vient, cette notion-là. Ça n'a même pas rapport avec mesurer si une personne est en santé ou pas, là, à la base de la création de cette mesure-là. Fait qu'il ne faut pas perdre de vue notre côté critique par rapport à ces informations-là. Encore là, les femmes qui mettent de l'avant, j'ai perdu 50 livres, je suis heureuse. Tant que tu ne me dis pas que je ne suis pas heureuse parce que je ne le fais pas ou que tu ne me forces pas à vouloir le faire, good for you. Restons diversifiés dans le message, par contre. Good, j'aime ça. L'amour. Qu'est-ce que Dans ça les représente pour toi, cette Jennifer, l'amour? Aïe, aïe. Aïe, aïe. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Moi, je pense que. Attends une minute, là, comment je réponds à cette Est-ce que question-là? c'est important pour toi? Ben oui, c'est Est-ce que, certain. oui, Hey, moi, là, pour vrai, là, beaucoup depuis dernièrement, depuis comme les quelques dernières années, là, de dire à mes amis, au monde de ma famille que je les aime, à mes amitiés précieuses que je les aime, aux gens importants, aux collègues de travail qui se transforment en amitié, de mentionner ce que j'apprécie et que je peux aimer chez eux, vraiment, là, beaucoup. Je pense pas qu'on peut vivre un monde sans amour. Je pense que là, se questionner peut-être sur est-ce que l'amour romantique à tout prix est la seule façon d'atteindre le bonheur dans la vie? Ouais, là, c'est un truc glissant, je trouve. Il y a plein de personnes qui vont vivre une vie remplie d'amour, mais qui ne sera pas typique par rapport à ce que les autres vivent. Fait que, mais c'est super important d'être capable de ressentir de l'amour et d'en donner, là, vraiment. Ouais. si j'ai une baguette magique de l'amour, puis je peux te donner ce que tu veux dans 10 ans pour toi de l'amour, tu te vois comment? Tu te vois, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as un partenaire ou une partenaire stable? Comment tu te vois en amour dans 10 ans? Ben, je pense que j'ai des super belles amitiés. Comme j'ai un peu mon mini-village, mettons. Là. Je suis capable Okay. d'avoir une maison qui a de la place pour accueillir mes filleuls, mes neveux quand ils en ont marre de, de X, Y, Z. Je pense que, ben ouais, si j'ai un partenaire qui a des enfants, etc., faire de la place à une famille plus traditionnelle, évidemment. Mais je pense que c'est une baguette juste de me donner un monde entouré, comme que je le suis en ce moment, puis que ça reste dans le temps. Oui, c'est On ça. te le souhaite. On va parler de Montréal, la fille de Montréal. Montréal, eh ouais, hein? Ça, En c'est la quoi fille de tu Montréal. adores Montréal et en quoi Montréal doit. C'est pas là que tu vas le chercher, tu vas chercher d'autres choses ailleurs. Ben, c'est certain que là, ma réponse va vraiment être teintée depuis les 2 dernières années de pandémie. Là. Oui. Montréal a changé. Moi, mon expérience de Montréal a changé aussi.
J'adore Montréal dans sa diversité, dans ses incongruences aussi, des affaires frustrantes à Montréal à tout bout de champ, dans sa vivacité. Je pense que il y a vraiment quelque chose. Il y a une mini-politique à Montréal à suivre. Il y a des innovations qui se font de quartier en quartier. Il y a de l'histoire qui est tellement variée de quartier en quartier. On vit à Montréal, puis il y a d'autres villes aussi qui sont comme ça au Québec, on se gère, mais on vit sur les traces du passé, tu sais. On continue à construire, à évoluer là-dedans. On est une terre où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer pour le début de leur nouvelle vie, qui vont peut-être aller vivre ailleurs après. Il y a une diversité, encore là, je l'ai dit, mais culturelle, économique de moins en moins, là, mais quand même encore un peu. Ce qui fait que pour moi, là, on reste dans un bassin idéalement qui est plus représentatif de ce que notre société devrait être. Quelque chose qui n'est pas homogène. Ouais. Et mettons, là, tu t'en vas au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant une semaine en voyage. Est-ce que tu as sorti beaucoup de ton Montréal dans ta vie? Non, mais il y en a qui sortent jamais de Montréal. Je traverse les ponts. Je suis capable de traverser le pont, ça va. De plus en plus, je pense que je reconnais le besoin de sortir de Montréal pour réoxygéner le cerveau, avoir des relations humaines plus simples aussi, là, moins chargées de, je sais pas, tu sais, qui se trouvent beaucoup ailleurs. Je sors des fois de Montréal pour aller au lac Saint-Jean ou à Kamouraska, des places de Mais est-ce que tu penses, là, j'ai hâte de revenir à Montréal parce que j'ai pas tout ce que j'ai à Montréal, ou tu es bien quand même et tu es capable de. Les deux. Les deux. Ouais. Je pense que je suis capable de spotter tout ce que j'ai pas, puis je suis comme, ouais, fait que finalement, je trouve ça important, ça, à Montréal, mais aussi d'apprécier le rythme de vie plus simple. Ben, plus simple. Pas que c'est simple, mais que c'est souvent moins rapide, là, moins gestion du temps mort, mettons. Moi, j'étais la pro de la gestion du temps mort quand j'étais animatrice, mais c'est correct d'avoir du temps mort qui n'est pas géré. Oui, c'est beau. Oui, effectivement. Si tu es capable de le contrôler, c'est bien. C'est beau. On va faire un lien avec les tabous puis Montréal. vas-y. Dans la dernière année, on a beaucoup parlé de racisme systémique. Est-ce que tu considères les Québécois, les Montréalais, peu importe, racistes? Est-ce que. On va faire un clip avec ça. All right, we're going there. Est-ce que tu avais terminé ta question? Oui, écoute, je sens que tu es prête à répondre. Je pense qu'il y a des comportements racistes dans notre société. Est-ce que les Québécois sont racistes? Ils ont des comportements racistes. Des choses qu'on ne se rend pas compte qu'on fait, des stéréotypes qu'on continue de mettre de l'avant. La compréhension de qu'est-ce que le racisme systémique aussi, qui est à niveau varié. Là. Tu ne peux pas faire du racisme systémique. C'est un système qui en fait. Mais de le reconnaître, puis aussi de prendre un peu de recul sur la réaction de base qui vient de « Ouais, mais attends une minute! OK, ça vient d'où, là? C'est quoi la peur de perte de quoi, là? » Comme que quelqu'un te dise que quelque chose existe, de le reconnaître, qu'est-ce que ça t'enlève à toi? Mais ça, je pense qu'on n'est pas là-dedans, dans cette réflexion-là. On est sur le mot, on est sur « c'est pas systémique, c'est de système ». Puis le débat n'est pas là. Il y a des gens clairement qui disent « Hey, X, Y, Z, preuve à l'appui se passe. » Ouais, mais tu sais, en 1900, attends, là, le but, c'est que c'est pas un débat, c'est que ça se passe pour de vrai. Fait que notre principe d'écoute n'est pas optimal, mettons, là-dessus. Mais toi qui as des amis ontariens, américains, tu connais du monde partout, est-ce que tu penses que les Québécois sont plus racistes que les Ontariens ou ailleurs? Je pense pas que je peux me positionner là-dessus sur est-ce que les Québécois ont des comportements racistes? Plus qu'ailleurs. Je pense que honnêtement, aux États, c'est un autre bordel infini qui vient de leur propre histoire avec leur. Moi, je ne suis pas prête à embarquer là-dedans aujourd'hui avec toi, là, juste parce que. Mais je pense qu'il y a un inconfort qui semble ressortir plus clairement chez les Québécois, Québécoises qui vont réagir à ça, parce que je pense pas que c'est tous les Québécois, Québécoises qui réagissent de la même façon à ça. Genre, le Québec a un problème de racisme systémique. Il y a beaucoup de gens qui vont comme « Eh oui! » Je le vois, ou je l'ai vécu, ou on m'en a parlé, puis je le réalise.
Fait que c'est les gens qui réagissent à ça, peut-être, qui ressortent plus qu'ailleurs, si je me fie. Mais honnêtement, tu sais, je me commets pas trop là-dessus. On se parce garde que une petite gêne. je suis convaincue oui. qu'ailleurs, dans d'autres provinces, puis je suis convaincue, tu le sais, si on regarde un peu les nouvelles, il y a un phénomène de réaction. Là, mon Dieu, je vais-tu dire ça? Il y a un phénomène de réaction de la personne blanche qui se sent un peu menacée par certains remises en question, etc. là-dessus. Bien, merci de ta franchise. On va finir notre entretien, Jennifer, avec une petite surprise pour toi. Oui! Écoute, je te lis des commentaires. C'est un jeu. Il faut que tu devines qui m'a dit ça. OK, c'est bon, ça. On essaye ça. Tu es une personne fiable, toujours prête à partager de sa sagesse et de ses expériences. Tu es à l'écoute des autres et tu prends le temps de bien écouter avant de réagir à une situation. Tu es ouverte d'esprit, honnête et prête à parler pour ceux qui ont moins de place pour se faire entendre. Qui m'a dit ça sur toi? Ben là, j'ai ça le choix de réponse. Ben non, c'est difficile, là. Écoute, c'est Lara Nita qui t'a dit ça. Autre commentaire. J'aime tellement ton ouverture d'esprit et ton inclusion. C'est hyper facile de se sentir bien autour de toi et de te sentir qu'on est important. Je te donne un indice. Elle a travaillé là, dans les 2 dernières années avec toi pas mal. Au sous-réseau. Au sous-réseau. Ah, c'est Alexandra? Ben oui, c'est Alexandra qui a dit ça. Alexandra de Bois-de-Boulogne, salut. C'est une personne authentique, ouverte. Jen incarne l'inclusion, mais pour moi, c'est aussi une des premières femmes gestionnaires qui m'a inspiré dans mon travail. Elle était jeune, accessible, elle disait ce qu'elle pensait avec franchise et professionnalisme. C'est quelqu'un qui travaille dans un camp de vacances. Un camp de vacances. Un gros camp de vacances. Elle était jeune. Elle a eu des bébés dernièrement. Hein? Attends, c'est comme une devinette. Un gros camp de vacances, elle a eu des bébés. Émilie Lapierre. Oh, ben oui, voyons. Oui, je connais mal, mais oui. Dernier commentaire, femme de bonheur, femme de douceur, femme de tête et surtout femme au gros cœur comme la terre. Merci d'être dans notre vie. Tu fais du bien, du bon et tu shakes les mentalités de certains. Je t'aime, je suis pas mal fière de mon amie. Elle est maintenant rendue à l'ACQ. C'est Jen Marchand? Oui. Jennifer, ça a été... C'est un très bel exercice, Yannick. Oui. Ben, écoute, ça m'a fait plaisir. Écoute, j'ai d'autres commentaires. On ne fera pas 1 heure de commentaires, je te les enverrai. Merci, Jennifer, d'avoir partagé tout ça. Comme toujours, on pose une question, tu es prête, tu es partie, tu n'as pas besoin d'aide. J'ai été très content de partager ce moment-là avec toi, puis au plaisir de se revoir bientôt. Oui, merci énormément de l'invitation. J'espère qu'il faudrait trouver une façon de toi-même t'inviter à ton podcast, Yannick, je vais juste dire. Écoute, ça va me faire plaisir. Vous me mettrez un groupe, vous me poserez des questions. Merci. Et puis, on se revoit une prochaine fois, tout le monde. Merci.